Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on va revenir sur toutes les démarches avant de partir en expatriation lorsque vous avez la nationalité française, puis une fois sur place, à qui vous adressez et comment France Consulaire vous accompagne tout au long de votre expatriation pour vous assurer une expérience sereine à l'étranger. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Hagenauer, directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Laurence Hagenauer, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Vous qui suivez ce webinaire en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long du webinaire, car après une partie présentation, Laurence Hagenauer répondra à vos questions. N'hésitez pas à faire ce que je vais essayer de faire là tout de suite, c'est-à-dire à couper les notifications, parce que vous allez voir que sinon c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, ce que vous entendez, c'est une notification, donc c'est en haut à droite de votre écran. Laurence Hagenauer, je vais déjà vous laisser peut-être vous présenter et nous parler de France Consulaire, de son rôle auprès des expatriés français. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc, je suis effectivement la directrice des Français de l'étranger et de l'administration consulaire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et à ce titre, je suis responsable de toute l'activité dirigée vers les Français à l'étranger et également de notre réseau consulaire. Donc, on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment réussir son expatriation en fait. Alors certains d'entre vous se préparent peut-être à une expatriation, d'autres sont déjà à l'étranger. Et donc ce qu'il est important de savoir, c'est que l'expatriation, c'est un petit peu un gros mot. C'est à la fois très attractif, ça fait allumer des étoiles dans les yeux, et peut-être encore plus aujourd'hui, après, alors que la crise est en train de diminuer, en tout cas que les restrictions de déplacement diminuent. Et donc les gens ont envie de partir, ont envie d'aller voir ailleurs, mais ça regroupe évidemment des situations qui sont extrêmement différentes, que ce soit des situations personnelles, que ce soit aussi des projets personnels, des projets d'études, des projets professionnels. Et donc, une expatriation, d'abord, le maître mot, ça se prépare. Et ça se prépare sur un plan personnel. Il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Quel est son projet? Parce qu'il y a environ 2,4 millions de Français à l'étranger qui sont encore une fois dans des situations différentes, dans des pays différents. Donc, s'il y a 5 pays qui regroupent la majorité de nos Français expatriés. Et donc, il faut réfléchir à ce qu'on a envie de faire, au pays où on a envie d'aller. Et puis, évidemment, à la façon dont on s'expatrie. Est-ce qu'on part seul? Est-ce qu'on part en famille? Donc, le maître mot, c'est la préparation. On pourra revenir dessus sur ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider. Et donc, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a développé des outils de communication au travers de France Consulaire. Donc, il existe à la fois une page Facebook, un compte Twitter. Et puis, nous produisons également des documents, des brochures sur les différentes situations pour préparer son expatriation quand on est jeune à l'étranger, la checklist de ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'un consulat peut faire ou ne pas faire. Donc, nous sommes là pour vous renseigner avant le départ. Le site France Diplomatie, qui est le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec notamment ses conseils aux voyageurs avant le départ ou quand on part même pour un séjour court, qui est le site public le plus visité en France et qui est évidemment très important puisqu'il donne des éléments à la fois sur la situation des pays, les législations locales, les questions de sécurité. Et puis, on a évidemment tout ce qui, sur notre site, s'adresse aux services aux Français, en fait, dans cette rubrique. Vous allez pouvoir trouver tous les services qui sont destinés aux Français à l'étranger. Voilà, de façon un petit peu globale, peut-être. On peut évidemment rentrer dans le détail en fonction de ce que vous souhaiterez me demander. Alors, les étapes primordiales de la préparation. Donc, comme je le disais, c'est préparer, c'est envisager son projet et c'est avoir une démarche qui soit à la fois active et qui soit aussi responsable. C'est le Français qui part ou qui est sur place qui est responsable de son expatriation. Ce que peuvent faire les autorités ou ensuite donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et ensuite d'autres des associations par exemple sur place, c'est l'aider. Mais la personne qui est responsable de son expatriation, c'est évidemment la personne qui part. Donc, à quoi penser? D'abord, quel que soit en fait, il y a des choses très concrètes auxquelles il faut penser par rapport à son projet dans le choix du pays.
Et dans le choix du pays, il faut pouvoir envisager un pays en fonction de ces des différentes situations, notamment être bien conscient des aspects sécuritaires. Donc, c'est pour ça que je mentionnais le site conseil aux voyageurs. Il y a aussi des sujets qui peuvent sembler extrêmement concrets, mais qui sont très importants. Quand on part dans un pays où il fait très froid l'hiver, il faut être capable de supporter. Donc, ce qui est toujours recommandé avant une expatriation, c'est bien évidemment de se rendre dans son pays, dans le pays dans lequel on souhaite s'expatrier, d'y rester quelque temps et d'y aller dans des conditions un peu extrêmes. C'est-à-dire que si on veut s'expatrier au Québec, par exemple, eh bien, il est recommandé d'y aller plutôt en hiver, quand il fait moins 35, pour être sûr qu'on supporte l'hiver, parce que ça peut sembler anecdotique, mais il y a des gens qui, en fait, ne supportent pas et pour qui, quand un hiver dure 5 ou 6 mois, ça devient très compliqué de rester à l'étranger. Alors ça, ce sont les aspects concrets pour identifier son projet. Ensuite, il y a évidemment des démarches administratives que nous avons listées dans la checklist de l'expatriation. Il faut vérifier bien sûr qu'on a un titre d'identité et de voyage qui est en cours de validité. Il faut vérifier si on a besoin d'un visa et ça se vérifie auprès de l'ambassade ou du consulat du pays dans lequel on doit aller. Ensuite, il faut partir avec tous les documents qui vont permettre d'avoir un permis de séjour et ou un permis de travail. Donc, on n'oublie pas ces documents chez soi parce que parfois c'est compliqué de se les faire envoyer, puis ça retarde évidemment les démarches. Il faut éventuellement demander un permis de conduire international en fonction des pays. Et puis, il faut aussi faire légaliser ces documents, les documents dont on peut avoir besoin. Et ça, il faut le faire avant de partir parce que c'est pareil, c'est le genre de démarche qui peut s'avérer très compliqué si on ne l'a pas préparé. Alors, il y a aussi un sujet en matière de santé et de Covid, bien sûr. Aujourd'hui, il faut regarder les règles d'entrée dans les pays, les règles de vaccination, même si les choses commencent à se normaliser. Il faut vérifier la couverture sociale qui est aussi prise en charge dans le pays, quelles sont les conventions éventuelles qui existent. Il faut évidemment souscrire une assurance rapatriement. Alors ça, c'est écrit sur le passeport, sur la 4e de couverture des passeports. L'État ne prend pas en charge le rapatriement des Français de l'étranger. Donc ça, c'est absolument indispensable. Il faut vérifier, bien sûr, toujours dans le domaine de la santé, les vaccinations qui sont nécessaires. Et puis ensuite, évidemment, ça dépend du projet. Est-ce qu'on s'expatrie en famille avec des enfants? Donc là, il faut regarder les conditions de scolarité. Est-ce qu'il y a des lycées? Est-ce qu'il y a des lycées français? Est-ce qu'on souhaite mettre ses enfants dans un lycée étranger? Regarder s'il y a des possibilités d'obtention de bourses scolaires. Donc ça, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ma direction, donne des bourses scolaires aux enfants français à l'étranger sur condition de revenus. Il faut aussi s'informer sur les formations aux études supérieures quand elles existent. Donc ça, c'est on peut aussi envisager des cas où il y a des projets familiaux, donc regarder l'hospitalisation, comment est prise en charge une grossesse, par exemple. Dans certains pays, il y a un sujet de prise en charge sanitaire, dans d'autres, il y a un sujet de prise en charge financière des hospitalisations, par exemple. Ça peut être très vite très cher. Donc ça, c'est important d'être bien conscient. Ça peut influer sur le choix du pays ou pas, mais il faut en être bien conscient. Et puis, évidemment, il y a toutes les formalités de déménagement avec les douanes, s'informer sur tout ce qui doit être fait. Ensuite, si on part comme salarié, il faut regarder bien sûr les conditions de fiscalité. Il y a un service spécifique qui s'adresse aux Français qui sont à l'étranger, le service des impôts des Français non résidents. Et puis, regarder aussi quels sont les droits en matière de prestations sociales, de reconnaissance. Il y a des accords de reconnaissance avec certains pays sur les années qui sont travaillées pour la retraite, quels sont évidemment les droits en termes de chômage. Et puis, si on est étudiant ou si on est jeune expatrié, il faut se renseigner sur la reconnaissance des diplômes parce que parfois, il y a des mauvaises surprises où des diplômes ne sont pas reconnus. Regarder les différents statuts. Il y a les permis vacances-travail qui permettent d'alterner des temps de travail et des temps d'études ou des temps d'activité autres, sachant qu'il faut aussi bien vérifier dans ces cas-là, quand on est jeune, ce qu'on a le droit de faire avec son visa. Parce que parfois, dans certains pays, quand on a un visa pour études, eh bien, on n'a pas le droit de travailler. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir de ressources. Donc ça, c'est évidemment très important. Et puis enfin, si on est retraité, eh bien, il faut regarder, il faut d'abord avertir évidemment sa caisse de retraite et puis s'informer sur la façon dont les caisses de retraite communiquent ou pas entre elles. Donc ça, c'est extrêmement important et je dirais
pour une expatriation, une fois que le projet est bien envisagé, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de se renseigner sur la législation du pays. Parce que la règle principale, alors je vais énoncer une tautologie, quand on est à l'étranger, on n'est pas en France. Et c'est la loi du pays qui s'applique. Et donc, il faut respecter les règles du pays, et ça dans tous les domaines, parce que sinon, on s'expose évidemment à des difficultés qui peuvent parfois être devenir très vite très compliquées, et puis déboucher aussi parfois sur un départ forcé du pays quand on ne respecte pas les règles, ce qui est évidemment tout à fait normal. Donc voilà un peu sur ce qu'il faut faire avant. Je vous ai parlé des différents outils de communication que nous menons, que nous présentons, nous, pour aider justement les Français qui ont des projets d'expatriation. Et il y a maintenant effectivement de très nombreuses possibilités de s'informer, mais je crois que vraiment le sujet principal, c'est de partir préparé et informé. Il y a en fait trois directions dans lesquelles il faut être actif. La première, évidemment, ce sont les autorités locales, dans la droite ligne de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut être en règle dans sa situation avec les autorités locales. Donc, tout de suite, voir comment on obtient un permis de séjour, parfois un numéro d'identification, et qui est fondamental. En Espagne, par exemple, c'est un numéro unique qui permet d'ouvrir un compte bancaire, une ligne Internet. Ça veut dire que si on n'obtient pas ce numéro, en gros, on ne peut pas faire grand-chose. Vérifier avec l'administration fiscale aussi rapidement quelle est sa situation pour être en règle, s'affilier à la sécurité sociale du pays, regarder ce qui se passe en termes de permis de conduire, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et je dirais dans les autorités locales, il y a aussi évidemment, si on a un projet en famille, c'est, alors ça normalement on l'a fait avant de partir, mais c'est inscrire ses enfants à l'école, que ce soit dans un lycée français ou dans un lycée étranger. Ensuite, le deuxième bloc, ce sont les consulats et les ambassades. C'est quoi, pourquoi c'est intéressant de passer, je dirais, par la case consulat, que ce soit physiquement ou pas? Bien parce que c'est le lien avec la France. Et donc, ce qui est recommandé de faire pour toute expatriation de plus de 6 mois, c'est s'inscrire au registre des Français établis hors de France. Alors, c'est une démarche qui peut se faire avant de partir et qui se fait en ligne sur le site servicepublic.fr, qui prend 10 minutes, donc c'est extrêmement simple. Il faut juste disposer de son adresse à l'étranger, donc parfois on peut le faire avant, mais parfois on peut le faire seulement quand on est arrivé. Et cette démarche, elle est importante, elle est évidemment totalement gratuite. Elle permet en fait, elle facilite les démarches administratives au consulat, et puis elle permet aussi, et ça c'est important dans un certain nombre de pays, on voit l'actualité fait qu'il y a des pays en crise tous les jours, que ce soit des crises politiques, des accidents climatiques qui font que eh bien, le consulat doit pouvoir aider les Français. C'est une de sa mission principale, assurer la protection des Français qui sont dans sa circonscription. Et pour cela, eh bien, il faut avoir les coordonnées. Donc, l'inscription au registre permet justement de pouvoir informer les Français en fonction des différentes situations. Et puis, le lien avec le consulat, il permet d'avoir accès, alors parfois en fonction des revenus, mais à tout un tas de prestations en cas de besoin, qui peuvent être des prestations de bourse scolaire, qui peuvent être des prestations sociales en cas de difficulté. Et puis, le dernier point qui est très important et sur lequel je vais insister aujourd'hui en termes, disons, pratiques, parce qu'après, l'action du consulat, quand on est en difficulté, on pourra en parler, ce sont les élections. Quand on s'inscrit sur le registre des Français établis hors de France, on choisit aussi la liste électorale sur laquelle on veut être inscrit. Et évidemment, quand on est à l'étranger, on peut souhaiter continuer à voter en France. Maintenant, il faut choisir et donc établir des procurations ou voter à l'étranger et donc s'inscrire sur la liste électorale consulaire. Alors, évidemment, c'est un point très important cette année. Les Français de l'étranger, en fait, voteront de façon un tout petit peu différente des Français de France, puisqu'ils voteront en fait sur 2 jours, puisque nous avons nos compatriotes qui sont en Amérique et enfin, tout le continent américain et dans les Caraïbes qui votent la veille. Donc, nous avons des scrutins les 9 et 10 avril pour les élections présidentielles premier tour, les 23 et 24 pour le second tour, et les législatives qui se tiendront les samedis et dimanches 4 et 5 et 18 et 19 juin.
Alors, donc, ceux qui sont déjà à l'étranger et qui nous écoutent, on vous incite évidemment à vérifier, si vous ne l'avez pas déjà fait, votre situation au regard de la liste électorale si vous voulez voter. Vous avez jusqu'au 4 mars pour être inscrit pour les présidentielles et au 29 avril pour les législatives. C'est pareil, c'est toujours sur le site servicepublic.fr et bien évidemment, on a sur nos différents médias et réseaux sociaux, on a mis en ligne toute l'information et la communication, elle est constante, que ce soit à l'étranger ou parce que nous faisons, nous, en France. Et puis, les élections, ce n'est pas seulement voter pour ceux qui sont déjà à l'étranger, mais c'est aussi contribuer. Et contribuer, c'est quoi? Eh bien, une élection, pour l'organiser, c'est beaucoup de logistique. Nous avons environ 1,4 million de Français qui vont pouvoir voter. C'est énorme et ça ne s'improvise pas. Donc, nos consulats et nos ambassades ont besoin de volontaires. C'est comme en France, hein, on a besoin de volontaires pour participer au bureau de vote. Et donc, ceux qui nous écoutent et qui sont à l'étranger, eh bien, je les incite à se signaler auprès de nos consulats et de nos ambassades qui ont vraiment besoin de personnes qui les aident. C'est bien sûr la participation à un événement citoyen. C'est aussi une expérience qui est extrêmement enrichissante. Alors certes, c'est le week-end, mais voilà, c'est participer à la vie de la France quand on est à l'étranger. Au moment d'une élection, c'est évidemment ce qu'il y a de plus, sans doute de plus important en termes démocratiques. Donc, j'ai un peu parlé de ce que faisait le consulat, on pourra y revenir s'il y a des questions. Et puis, quand on est sur place, il y a un troisième vecteur qui est évidemment tout ce qui est le réseau, avec le réseau qui est en lien avec les Français de l'étranger. Donc, il y a les associations, il y a quasiment partout des associations des Français de l'étranger. Il y a le réseau de la Fédération internationale des accueils français et francophones pour les expatriés, la FIAF, et en fait, ce sont les associations Accueil Bruxelles, Accueil Bamako, Accueil tel ou tel pays, qui en fait accueillent les Français et les francophones qui arrivent et qui sont une source d'information évidemment extrêmement importante et aussi de lien social. Donc, il y a ces associations spécifiques. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, il y a très souvent des pages qui sont dédiées aux Français expatriés. Alors, soit sur les Français en général, soit comme les Français sont volontiers régionalistes dans des endroits où les communautés sont importantes, il y a même des pages spécifiques, alors sans ordre de priorité ou de préférence pour les Bretons, les Auvergnats, les Alsaciens, etc., les Corses. Donc, il y a beaucoup de moyens de s'informer. Et puis, les Français ont également des élus consulaires, les élus des Français de l'étranger, qui sont aussi des vecteurs d'information, les conseillers des Français de l'étranger. Donc, toutes ces personnes qui gravitent, je dirais, autour des communautés françaises sont des relais et des sources d'information qui sont très intéressantes quand on arrive, parce qu'ils permettent d'avoir une information extrêmement vaste sur l'activité, sur ce qui est proposé aux Français, et puis sur ce qu'il faut faire aussi et ne pas faire. Donc ça, c'est très important. Quand on est sur place, le consulat, c'est vraiment le service public de proximité. Et il est présent, en fait, tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est au consulat qu'on va éventuellement déclarer une naissance, transcrire un acte de naissance local. C'est au consulat qu'on va faire enregistrer ou se marier. C'est au consulat qu'on fait également enregistrer un décès. C'est le consulat qui apporte de l'aide dans les situations difficiles, que ce soit des Français qui sont détenus, qu'ils soient de passage ou résidents. Donc là, on accorde ce qui s'appelle protection consulaire. C'est le consulat qui va apporter de l'aide dans des démarches en cas d'enlèvement international d'enfants, en cas de violence faite aux femmes ou aux mineurs. Le consulat organise également des tournées consulaires pour les Français qui n'habitent pas en capitale ou dans les villes où il n'y a pas de consulat. Donc ça permet vraiment d'avoir ce lien et d'être ce service public. Et puis, et je terminerai là-dessus quand on est sur place, j'ai parlé de la responsabilité. Il y a donc tout ce que le consulat fait, mais il y a aussi tout ce que ce consulat ne fait pas. Et ça, c'est très important de le savoir parce qu'un consulat, eh bien, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas une médiatrice ou un médiateur familial, ce n'est pas une société d'assurance, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un détective, ni une agence de location, ni un service postal. Et je donne tous ces exemples parce que c'est des choses qu'on nous demande parfois. Et bien évidemment, tout ceci relève des aspects privés de la vie de nos compatriotes et qu'ils doivent prendre en charge eux-mêmes. Par ailleurs, les services consulaires n'ont aucun pouvoir sur l'attribution d'un visa par le pays étranger, qui est totalement souverain, de la même façon que la France est souveraine sur la délivrance de ses propres visas.
consulat. C'est la même chose pour la prolongation d'un séjour. Le consulat n'ira jamais à l'encontre de la loi du pays. Et donc, on ne peut pas demander au consulat, si on s'est mis en difficulté d'une façon ou d'une autre en termes de séjour, de travail ou que sais-je, de régler le problème. Ça n'arrivera pas, ce n'est pas son rôle, ce n'est évidemment pas sa compétence. Et donc, c'est aux Français de prévoir et de faire en sorte de ne pas se retrouver dans des situations difficiles. Un consulat ne peut pas non plus faire appliquer une décision de justice, qu'elle soit française ou étrangère, sur un territoire étranger. C'est encore une fois le pays qui est responsable et qui est totalement souverain sur l'application des décisions de justice. Donc, il y a parfois des moyens et des négociations diplomatiques, mais en aucun cas, le consulat ne va se substituer aux autorités locales, notamment en matière de justice. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'assurance rapatriement. Pour ceux qui ne le savent pas, un rapatriement peut coûter entre 80 et 120 000 euros quand on parle d'une évacuation sanitaire. Et ça, ce sont évidemment des coûts que ne prendront pas en charge les consulats. Donc, il faut encore une fois s'assurer quand on part à l'étranger, c'est très important. De la même façon, le consulat ne va pas régler si on s'est fait voler son porte-monnaie, ni la chambre d'hôtel, ni la location, ni la note d'hôpital, bien entendu non plus. Et le consulat ne va pas avancer de l'argent, ce n'est pas une banque. Donc, il faut avoir bien en tête toutes ces actions que le consulat ne fera pas. Et puis également, le consulat travaille pour les Français de l'étranger. Et il est dans certains pays, de façon générale, mais dans certains pays encore plus que d'autres, compliqué d'assurer la protection consulaire pour les doubles nationaux. De la même façon que la France considère une personne qui est franco autre nationalité comme française, eh bien, le pays dans lequel vous êtes ou vous serez installé vous considérera comme national de ce pays et donc n'acceptera pas nécessairement que la France vous aide. Voilà, de façon extrêmement rapide, tout ce que je pouvais vous dire sur la préparation, sur qu'est-ce qu'on fait, nous, les consulats, comment on vous informe, et surtout ce qu'il revient aux Français de faire. Donc voilà, moi, je suis évidemment ouverte à toutes les questions que vous auriez, vous, Marie, ou que les personnes qui participent au webinaire auraient. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça fonctionne. Vous avez donc pu évoquer le rôle essentiel des consulats et plus largement de l'administration consulaire. Et justement, ce rôle peut parfois devenir central pour la vie des expatriés. Désolée, j'entends deux fois, donc c'est très perturbant. Lorsqu'on se retrouve dans une situation difficile, que doit-on faire en tant qu'expatrié ? Alors, dans une situation difficile, il y a plusieurs, malheureusement, types de situations. Si, par exemple, on se fait arrêter à l'étranger, le premier réflexe, c'est de demander à ce que son consulat soit prévenu. Ça, c'est le principe de base de la protection consulaire. Donc, alors, parfois, certaines personnes ne le souhaitent pas, mais si on le souhaite, c'est de demander à ce que le consulat soit prévenu et de dire qu'on souhaite bénéficier de la protection consulaire. Il faut également demander à pouvoir bénéficier des services d'un avocat. Ça fait partie des obligations des États qui ont signé la Convention de Vienne de pouvoir assurer sa défense. Ensuite, dans un cas de ce type, si la personne le souhaite, le consulat peut informer la famille, peut demander aussi d'assurer une visite consulaire, donc de venir voir la personne qui est détenue, et puis vérifier que les droits des personnes sont respectés. Le consulat ne fera pas sortir de prison un Français, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa compétence de se mêler des affaires de justice. En revanche, il fera tout pour que le français soit traité de façon qui corresponde aux normes normales, je dirais aux conditions normales du pays et pas nécessairement aux conditions françaises. Et ça, c'est important aussi de le savoir, c'est toujours le même principe. On est dans un pays et on est en fonction des règles du pays. Et ça s'applique aussi aux prisons. Donc, si les prisons du pays n'ont pas les mêmes règles qu'en France, eh bien, ce que nous, on fera en sorte, c'est de veiller à faire respecter la possibilité pour le français d'avoir accès à des traitements médicaux s'il en a besoin, d'avoir accès parfois à des psychologues s'il y a besoin et de pouvoir avoir voilà,
manger correctement, pouvoir être bénéficier aussi évidemment d'un avocat qui puisse assurer sa défense, avocat que la personne se sera trouvée, avoir accès à des contacts avec le consulat, avec sa famille. Dans certains pays, c'est possible, dans d'autres, c'est plus compliqué. Mais voilà ce que peut faire un consulat. Et évidemment, dans une situation de crise, ça peut être très utile. Le consulat est également présent quand il y a des décès, une personne qui décède à l'étranger de mort violente, par exemple, parce que soit elle était résidente, soit elle était là de passage. Eh bien, si le consulat est informé, il peut aider, il ne fera pas les démarches, bien entendu, mais il peut aider les familles à se tourner vers les bons interlocuteurs. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. J'enlève ça pour ne plus m'entendre. Merci, Laurence Hagenauer, pour toutes ces explications. Donc, si vous n'avez pas encore posé vos questions, il est encore temps de les poser via la rubrique questions. Donc, n'hésitez pas. Je vais commencer donc, avec une première question peut-être spécifique au registre consulaire que vous avez évoqué. Une question de Maxime. Quelle différence entre le registre consulaire et Ariane ? Alors, le registre consulaire, c'est pour les Français, comme ça. En fait, c'est le registre des Français établis hors de France. Donc, c'est ce que je disais, c'est quand on reste pour plus de 6 mois. Ariane, c'est l'application qui a été mise en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour les Français de passage et qui permet en fait de donner de façon très rapide des coordonnées et les lieux où on se trouve quand on est en déplacement pour pouvoir être joint aussi en cas de difficulté. Donc, on a d'un côté les Français qui résident et de l'autre côté les Français de passage. C'est ça la différence. D'accord. Merci. Une question peut-être maintenant sur les élections. Une question de Christine. Souhaitant voter aux prochaines élections et habitant à l'étranger, comment connaître le bureau de vote le plus proche ? Alors, en fait, le bureau de vote, il sera déterminé et la personne recevra un courrier qui l'informera du bureau de vote dont elle dépend en fonction de son adresse. Et ça, ce sont nos services consulaires qui enverront le moment venu, donc avant les élections, toutes les informations concernant les bureaux de vote dont dépendent les uns et les autres. Mais bien sûr, pour ça, il faut être inscrit sur la liste électorale consulaire et donc s'y inscrire avant le 4 mars pour les élections présidentielles. D'accord, merci. Une question peut-être plus sur la gestion de crise, une question de Sophia. Y a-t-il dans tous les pays où il y a un consulat français une ligne d'urgence pour contacter son consulat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme c'est le cas parfois? Et comment connaître ce numéro et dans quel cas peut-on appeler? Alors, oui, dans tous nos consulats et dans toutes nos ambassades, il y a des numéros d'urgence qui sont indiqués, toujours sur les sites de nos consulats. Parfois, quand on appelle et que les numéros d'urgence fonctionnent hors des périodes, des jours, des horaires ouvrés, bien entendu, et des jours ouvrés. Parfois, c'est même indiqué dans certains guides de voyage qui donnent les numéros d'urgence de nos consulats. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise? Quand c'est une situation d'urgence. Je vais prendre des exemples très concrets. On a parlé de décès tout à l'heure, on a parlé de détention. Ça, ce sont des situations d'urgence. En revanche, quand on se rend compte que son passeport n'est plus valide et qu'on doit prendre son avion le lendemain, et que sinon on va le rater, qu'on est un samedi et qu'on demande au consulat de faire un passeport et que c'est juste pour rentrer en France, ça, c'est pas une situation d'urgence. C'est juste la personne qui n'a pas fait attention et qui n'a pas mis à jour ses données. Donc ça, la situation ne sera pas traitée. Il y aura quelqu'un qui répondra au téléphone, mais tant pis, la personne ratera éventuellement son avion. Donc l'urgence, ce sont des situations qui n'ont pas pu être prévues. C'est la définition de l'urgence. Et effectivement, il ne faut pas non plus engorger les consulats avec des situations où, par exemple, on a des gens qui parfois téléphonent en disant, qui après peut-être une soirée un peu trop arrosée, se réveillent le lendemain matin en se disant, je ne sais plus où est garée ma voiture. Ça, ce n'est pas une situation d'urgence. Enfin, pour la personne, peut-être si, mais en tout cas pas pour le consulat. Oui, merci. Une autre question de Laurane, là sur le sujet du Covid. Quelle aide peut apporter et dans quelle mesure peut aider le consulat en ce qui concerne les vaccins, les conditions sanitaires?
Alors, il y a plusieurs sujets sur le Covid. On a été extrêmement présents, évidemment. Donc, vous avez tous forcément entendu parler de tous les Français qui ont été bloqués au moment, il y a 2 ans, au moment du début de la crise Covid et qui ont été ramenés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 370 000 personnes, c'est absolument considérable. Ensuite, dans l'aide actuelle ou par rapport aux situations, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a l'information. Ça, c'est fondamental. Il y a l'information sur le site et du ministère et des différentes ambassades et consulats sur les conditions d'entrée dans les pays. Qu'est-ce qu'il faut comme certificat vaccinal, quelles sont les conditions d'entrée. Ça, c'est une première chose qui est très importante. Ensuite, dans certains pays, les ambassades ont organisé, là où il n'y avait pas en fait de vaccination avec des vaccins reconnus par l'OMS et là où il y avait un besoin, nous avons organisé des campagnes de vaccination pour les Français de l'étranger. Donc là, les informations, elles sont données sur les sites des ambassades et des consulats et nos compatriotes ont pu bénéficier de ces campagnes d'information. Et puis, autre point, il y a également sur le site Démarche Simplifiée, qui aussi fait partie du site Service Public, la possibilité de faire convertir son schéma vaccinal étranger en passe sanitaire français pour pouvoir, si on vient en France ou si on revient en France, voir reconnu son schéma vaccinal. Donc voilà, mais en termes de vaccination notamment, en fait, le principe, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que nous n'avons pas organisé de campagne de vaccination dans des pays où les autorités locales organisaient elles-mêmes des campagnes de vaccination. D'accord. Une question peut-être toujours en lien avec les élections. Donc la première partie, vous y avez à peu près répondu, mais c'est surtout la deuxième partie qui est plus intéressante. Enfin, question de Guillaume. Comment s'inscrire sur la liste électorale consulaire? Donc ça, vous avez répondu. Est-ce que cela me raye automatiquement de la liste électorale de ma ville d'origine en France? Peut-être revenir là-dessus aussi. Oui, absolument, c'est ce que j'ai dit dans mon propos. Aujourd'hui, on doit choisir si on est inscrit sur une liste électorale consulaire à l'étranger ou sur une liste électorale consulaire française, nationale sur le territoire, eh bien, on ne peut pas être inscrit ailleurs. D'accord. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'assurance santé ou les impôts qui reviennent. Donc peut-être, si vous pouviez faire un petit rappel de vers qui se tourner et ce que les consulats en fait font ou ne font pas par rapport à ces thématiques. Alors, c'est facile, ils font rien parce que ce sont des démarches qui sont des démarches privées. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils informent, comme je l'ai dit. Donc, sur les sites des consulats et des ambassades, il y a généralement des informations vers le service des impôts des Français non résidents et puis sur les services d'assurance sociale. Mais ce qu'il faut faire, c'est se renseigner auprès de sa caisse d'assurance maladie avant de partir, auprès de son service des impôts. Encore une fois, ça se trouve sur le site du ministère impôts.gouv.fr. Il y a un onglet spécifique pour les Français de l'étranger. Et ça, ce sont des démarches individuelles. Les consulats ne sont pas là pour résoudre ces cas individuels. Dans certains cas très particuliers, ils viennent en assistance aux Français qui ont des problèmes pour toucher leur pension de retraite, mais on fait en fait juste le lien avec les organismes. Mais ce ne sont pas les consulats qui gèrent cela. Les consulats donnent des informations sur leur site et effectivement, ont cette activité de guichet et de service public qui est leur activité du quotidien et qui est l'activité principale, faire des passeports, faire des cartes d'identité, recevoir les Français en difficulté. Et donc, ils n'ont pas ni la compétence ni les moyens pour répondre à ces sujets qui sont des sujets extrêmement spécifiques et qui en fait ne dépendent pas du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, il faut se renseigner soi-même. D'accord. On va peut-être prendre une dernière question, une question encore par rapport au registre. Question de François. Bonjour, je suis expatriée en Thaïlande et je réalise que je ne suis pas inscrite au registre consulaire. Est-ce grave et quel est l'intérêt pour moi de m'y inscrire? Donc peut-être rappeler, réinsister dessus. Alors, est-ce que c'est grave? En fait, c'est une démarche qui est volontaire. Donc, c'est pas, moi, je peux pas vous dire que c'est grave, c'est pas mon rôle et puis je suis pas là pour ça. En revanche, ce que je vous ai dit, c'est à quoi ça pouvait servir. C'est-à-dire que, outre les démarches qui sont simplifiées quand on est inscrit au registre, ça peut permettre de vous localiser et de vous contacter. La Thaïlande, malheureusement, a été il y a quelques années et parfois l'est encore aujourd'hui
l'objet de catastrophes climatiques. Et effectivement, si on veut être rejoint, il faut être inscrit au registre. Comme je l'ai dit, c'est évidemment totalement gratuit. Ça prend 10 minutes sur le site service public. Et puis, si vous n'êtes pas inscrit au registre, eh bien, vous ne pourrez pas non plus voter pour les élections. Donc, c'est pas que c'est grave, c'est juste dommage. Et c'est important, je pense, de le faire. Encore une fois, ça n'a aucune contrainte, sauf les 10 minutes qu'on va passer pour s'inscrire. Oui, on a tout intérêt à le faire. On va maintenant clore ce webinaire. Merci encore, Laurence Hagenauer, et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères via leur formulaire de contact dans la rubrique « Nous écrire » sur le site France Diplomatie. Donc vous avez dans le chat l'adresse pour vous y rendre directement. Ça devrait s'afficher. Et vous avez donc le rappel des sites, des réseaux sociaux, déjà, de France Consulaire, pour vous suivre, de vos guides. Donc un rappel, évidemment, sur les élections à venir. Donc, où se rendre pour vérifier que vous êtes bien inscrit, pour vous inscrire. Je crois que c'était tout. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, pour toute question aussi sur votre expatriation, votre quotidien d'expatrié, je vous donne aussi rendez-vous sur le forum d'expat.com directement. Ce sera un plaisir de vous répondre, de vous accompagner tout au long de vos projets d'expatriation. Un dernier mot, merci encore. beaucoup. Oui, excusez-moi, juste un dernier mot. Nous allons être présents le 31 mars prochain au salon S'expatrier mode d'emploi avec tous les acteurs de l'expatriation, la protection sociale, la fiscalité, tous ceux avec qui nous travaillons. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui le peuvent, c'est virtuel. Donc, justement, tout le monde peut. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. On sera là, on sera vraiment tout à fait disponible pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur comment préparer votre expatriation ou les problèmes qui peuvent se poser à vous. Merci beaucoup en tout cas de cette possibilité et puis à bientôt pour tous ceux qui souhaitent nous poser d'autres questions. Merci Laurence Hagenauer, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.